Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief de ce Grand Prix du Portugal sur le circuit de Portimao et pas d'Estoril. C'était marqué ça sur mon programme télé, sur Télépoche, c'était pas Estoril. Estoril, ça fait depuis déjà 10 ans que le circuit est quand même pas dans un très bel état. Alors autant te dire que pour accueillir la Formule 1, ça aurait été un petit peu compliqué. La note que je mettrais à ce Grand Prix, enfin ce que j'ai pensé de ce Grand Prix. Pour moi, c'est un Grand Prix qui mérite un 13 sur 20. Encourageant, le circuit est magnifique. Ça, c'est clair et net. On a un circuit qui est fantastique, avec des mouvements de terrain quasiment tout le temps. Alors, qui sont, je trouve que on n'a pas eu assez de caméras embarquées sur le week-end pour vraiment nous montrer que c'est un circuit qui est très vallonné. Je peux vous dire que moi, j'ai vu le GT Open cette année, qui allait sur cette... Non, c'était pas le GT Open. C'était les courses des 24 heures series, où vous avez les 24 heures du Dubaï et autres, qui sont des courses de GT3. Et il y avait une caméra embarquée à un moment, quand je regardais en fin de journée, je sais pas, 8 et 21h, un truc comme ça, parce que c'était une course qui avait lieu en juin, je crois. C'était l'une des premières courses automobiles qui avait eu lieu. Et il y avait des mouvements de terrain incessants, et c'était fantastique à voir dans caméra embarquée. Là, je trouve qu'il y a certains endroits, on les a pas vus en caméra embarquée. Mais c'est un circuit qui est fantastique, malgré tout. Pourquoi je mets que 13 ? Parce que pour moi, la course, t'enlèves les 5 premiers tours de course et le début de relais d'Hamilton et Bottas et le début de relais de certains pilotes, de leur deuxième relais, il s'est pas passé grand chose. Il s'est pas passé tant de choses que ça. Donc c'est pour ça que pour moi c'est 13. C'est encourageant. Voilà. C'est parce que je suis très sévère en plus au niveau des notes. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. J'ai mis 15 sur 20 à Pierre Gasly. Mais pourquoi une aussi bonne note pour Pierre Gasly, vous allez me dire ? Parce que 5ème déjà du Grand Prix. 5ème du Grand Prix en étant parti 9ème des qualifications. 9ème, oui. Avec un temps qui n'était pas si incroyable que ça en qualification, parce qu'il était 3 dixièmes derrière Norris qui était 8ème. Donc c'était pas si incroyable. Pierre, cette année, il est quand même très fort. Il est très fort déjà parce qu'il arrive à très très bien régler sa voiture. Tu sens que l'équipe est à son service. C'est lui le leader de l'équipe. Incontestablement, je crois qu'il y a face à Kvyat, Kvyat l'a battu une fois, je crois, depuis 15 Grands Prix. Hein. Donc même si on reprend avant la saison dernière, déjà en fin de saison, Kvyat le battait pas. Et là, c'est lui le leader de l'équipe. La voiture est bonne. C'est-à-dire qu'il a fait un gros travail de mise au point aussi, parce que ça m'étonnerait que Kvyat ait fait un énorme travail de ce côté-là. Donc ça, plus ça, plus ça. Et puis après, dimanche, il fait des très très bons résultats. Et tu vois qu'ils ont réussi à faire évoluer la voiture. Parce qu'en début de saison, c'était plutôt l'une des voitures qui pétait le plus les pneus. Et là, sur le premier relais, avec les softs, il les a tenus vraiment magnifiquement bien. C'est même sur le premier relais qui fait sa 5ème place. Parce qu'il avait un très très bon rythme. Il tenait très très bien les pneus. Et il a fait un très très beau travail de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis 15 sur 20 pour Pierre Gasly. Parce que vraiment un très très bon travail de sa part. Et il faut le signaler pour Pierre Gasly. Je vais réussir à faire une phrase en français. C'est un petit peu compliqué. Oui, parce que Pierre Gasly, voilà, pour vous dire, elle a fait 32 tours avec les softs. Voilà. Bon, ce qui est vraiment bien. Sur un circuit comme Portimao, c'était pas facile de les tenir. Deuxième, Ocon, du côté du bilan des Français, 13 sur 20 Esteban Ocon. Pourquoi 13 sur 20 ? Eh ben, c'est le premier Grand Prix où l'écart avec Ricciardo est plutôt inversé. C'est-à-dire que c'est plutôt Ocon qui a été plus performant que Ricciardo sur tout le week-end. Alors, malgré tout, en qualification, Ocon n'arrive pas à se qualifier en Q2. Ricciardo est qualifié n'arrive pas à se qualifier en Q3, pardon. Ricciardo aussi. Bon, après, il plante la voiture, donc il n'a pas pu faire un tour. C'est un petit peu dommageable. Ça lui coûte même pas très cher parce qu'il a pu partir de la 10e place sur la grille du départ et qu'il n'a pas dû changer un élément moteur important. Esteban Ocon, il finit la course devant. Malgré une stratégie qui n'était peut-être pas foncièrement la meilleure, parce qu'il a fait énormément de tours avec les médiums. C'est l'un des pilotes, je crois, qui a fait le plus de tours avant de s'arrêter. Ce qui fait 53 tours avec les médiums. C'est-à-dire 10 de plus que Bottas et Hamilton. Et c'est le pilote qui a fait le relais le plus long de la course même. Il n'y a personne qui a fait un relais aussi long. Et ensuite, il a fait 12 tours avec les softs, mais les softs n'ont jamais marché.
On pensait qu'il allait gagner pas mal de positions grâce à ça. Et puis il n'a jamais réussi à dépasser beaucoup de pilotes. Il n'avait pas un rythme bien meilleur que Ricciardo qui pourtant avait des pneus médiums qui avait lui plus de 40 tours. Malgré tout, le fait de tenir 53 tours avec les médiums, ça montre que la voiture défonce très peu les pneus. Il manquait un petit peu de rythme pour Renault, ça c'est clair et net pour aller choper les places devant, mais que ce soit en qualif, en essai ou en course, le rythme s'améliore pour Ocon. À lui de continuer sur la fin de saison, à Imola, mais aussi du côté de Bahreïn, Abu Dhabi, la Turquie, on verra, mais voilà, faudra faire des bons résultats sur ces pistes-là. Romain Grosjean, 7 sur 20. J'ai pas grand-chose à dire. Romain Grosjean. Je crois qu'il est plutôt lucide cette année. Hein. Ils ont la moins bonne voiture, ils ont surtout pas fait évoluer leur voiture. Voilà, ils peuvent pas faire beaucoup mieux. Hein. Ils ont le moins beau moteur, le moins beau châssis. C'est déjà un miracle que tu finisses pas dernier. Donc, je mets 7 sur 1 parce que très clairement, pour Romain Grosjean, je savais absolument pas quelle note mettre très clairement du côté du français. Donc j'ai mis 7 sur 20, mais vraiment j'aurais pu mettre le Grand Prix. De toute manière, n'est pas réussi. Mais c'est pas forcément de leur faute non plus. Je pense qu'ils sont pas assez écoutés. Tu sens bien que Haas, il n'y a plus de thunes depuis l'année dernière, depuis qu'ils se sont fait arnaquer par Rich Energy, leur sponsor principal. Donc, aujourd'hui, du côté de chez Romain Grosjean, tu peux pas faire beaucoup mieux. C'est un peu dommageable quand même de quitter la Formule 1 avec cette saison-là. S'il doit quitter la F1, il y a peut-être une place chez Alfa Romeo. Ça m'étonnerait que chez Alfa Romeo on garde les deux quand même. On garde Raikkonen et Giovinazzi. Mais ouais, ça serait un petit peu dommageable de finir là-dessus. Parce que je pense que c'est un pilote qui est capable de faire des très très bons résultats, de se dépasser avec des voitures moyennes. Mais là, la voiture est trop mauvaise pour faire autre chose. Quand même en qualification, il n'arrive pas à sortir un tour pour aller en Q2, c'est vraiment que la voiture est très mauvaise. On passe au pilote au top. Hamilton, 19 sur 20. Voilà. 92e victoire. 25 secondes sur Bottas. Que dire d'Hamilton ? Je mets 19 sur 20 pour deux raisons. Pas 20 sur 20. En essai, il était derrière son équipier. Et les premiers tours de course où il était derrière. Mais c'est vraiment pour être méchant et mesquin. Très clairement, il mérite 20 sur 20 encore sur ce week-end-là. Il était intouchable en course. Voilà. En qualif, peut-être que l'écart était un peu réduit. Il n'y avait qu'un dixième en qualif. En course, il n'y a pas grand-chose à dire. Intouchable. Et 92e victoire totalement méritée pour le pilote britannique. À Imola, il y aura peut-être une 93e. Bottas, 16 sur 20. Vous allez me dire, je suis pas très méchant avec Bottas, contrairement à d'habitude. Parce que des fois, je lui ai mis des moins bonnes notes. Du côté de Bottas, pourquoi je mets cette note-là ? Tout simplement parce que, pour moi, il peut pas faire mieux sur ce Grand Prix. Il est devant en essai, en qualif il est qu'à un dixième, en course il fait son maximum pour gêner Hamilton, mais il avait juste pas autant de rythme, il a juste un peu plus de mal à travailler avec cette voiture-là aussi. La voiture convient parfaitement à Hamilton et peut-être un peu moins bien à Bottas, mais il a fait le job sur ce week-end de course. Il prend la deuxième place, il sécurise quasiment le titre constructeur, parce que je vois pas qui pourra les rejoindre. Bon, le titre pilote, je pense que Hamilton aussi, Grand Prix de Turquie, voire peut-être même déjà en Émilie-Romagne si Bottas abandonne, il pourrait l'avoir. Mais bon, il retarde. Hein, Bottas, il fait le maximum, mais c'est très bien que le titre est perdu, et le titre s'est perdu beaucoup plus tôt que d'habitude cette année. Mais Hamilton a juste été intenable. C'est vraiment, il était imbattable sur ce week-end. Comme diraient les gens qui jouent sur Twitch, il était insane. Parce que je suis jeune dans ma tête. Je continue avec Verstappen. 16 sur 20 aussi. Pas un peu pour les mêmes raisons que Bottas. Il peut pas faire beaucoup mieux là, sur ce week-end de course. Alors c'est sûr que s'il n'était pas rentré dans Perez en début... Enfin, si Perez et lui, il n'est pas vraiment rentré dans Perez. Pour moi, Perez était devant, donc j'aurais mis un drapeau noir et blanc à Verstappen sur le contact. Parce que pour moi,
Perez est devant et donc normalement il doit pas rentrer dans Perez. Mais j'aurais mis un drapeau noir et blanc parce que ça méritait pas plus. Après moi je trouve ça dommageable que le drapeau noir et blanc on l'utilise que pour les limites de piste et pas pour grand chose d'autre cette année. Alors que l'année dernière par exemple Leclerc s'était pris des drapeaux noir et blanc pour avoir un peu trop protégé sa position. Cette année c'est pas arrivé. Là par exemple dans le cas de Verstappen c'était pour moi un drapeau noir et blanc qui aurait mérité. Mais parce que après c'est mon avis, hein. Je conçois totalement que d'autres considèrent que le fait qu'il n'y ait pas de pénalité c'est normal. Mais pour moi il devait enfin voilà, Perez était devant donc normalement s'il y a contact c'est lui qui est responsable. Après ça survint parce que à part ce problème là il finit à moins de 10 secondes de Bottas. Ouais, après l'écart avec Hamilton est énorme, mais de toute façon cette année l'écart avec Hamilton pour n'importe qui est énorme, donc il est tellement au-dessus. Il se replace pour la 3ème place. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire hein, pour Verstappen à part qu'on espère qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais je pense que la gagne là va être compliquée. Il y aura peut-être la Turquie qui, je me rappelle, convenait très bien au Red Bull. Le circuit de Grand Prix de Turquie, c'est peut-être même la première fois ils se sont imposés en F1. Je ne sais pas si c'était pas en Turquie même, du côté de chez Red Bull, en 2009. Mais après, ah non, c'était la Chine, pardon. J'ai dit une connerie, c'était la Chine, avec victoire de Vettel. Oui, victoire de Vettel devant Weber et Jenson Button qui était 3ème, qui avait eu des petits problèmes de chauffe de pneus, les Braun Grand Prix. Mais du côté de Verstappen, oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. 16 sur 20. Leclerc, 14 sur 20. Je vais être très chiant parce que là encore, j'ai pas. Il fait sa course, quoi. On a senti que lui, il était à l'aise dans la Ferrari. Après, l'écart est quand même de 30 secondes avec Verstappen, donc ça fait encore un peu mal au cul. Mais bon, il est dans son rythme, quoi, hein. Il fait sa course. Je mets 14 sur 20 et pas 15 parce que voilà, je trouve que l'écart quand même avec Verstappen est important. Je pense que c'est sur la stratégie de course où ils ont peut-être pas encore fait un choix très judicieux parce qu'ils se sont arrêtés peut-être un petit peu tôt avec les médiums. Ce qui fait que les hard, il les a utilisés longtemps alors qu'ils marchaient pas exceptionnellement bien et à part ça on peut pas faire mieux. Sur un circuit où il y avait 1 km 400 à pleine charge, le moteur Ferrari est trop peu puissant et donc c'est une perte qui est rédhibitoire. Sainz, 13 sur 20. Bah, Grand Prix solide encore. Après, je pense que ça manquait un peu de rythme pur, que ça soit en qualif ou en course, mais je pense que c'est la McLaren qui n'est pas si facile que ça. Autant l'année dernière, la McLaren, elle était à l'aise sur quasiment tous les circuits, autant cette année, on sent qu'il y a des circuits où elle peine beaucoup plus, parce que malgré un moteur Renault qui est en net progrès par rapport à la saison dernière, au championnat, ils sont pas beaucoup mieux en fait que l'année dernière. Donc c'est là où je me dis, moi, ouais, ils font une bonne saison, mais pas si incroyable que ça. Bon, après, Sainz, il part 6ème sur la grille. Je crois, non, 7ème sur la grille, il finit, il dépasse juste Albon. Mais bon, c'est pas un mauvais Grand Prix pour Sainz. Je continue avec qui 12 sur 20, Perez. Bah alors, j'ai vu que Diepello a mis ça dans sa miniature. Je regarde pas ses vidéos. Premier, j'ai pas le temps. Deuxièmement, je pense que résumer par exemple une saison de F3 en 7 minutes 50, c'est un peu du foutage de gueule. Faut que je résume un jour la saison de F3, je vous fasse le bilan de la saison de F3. Mais avec le Giro, le Tour de France, j'ai pas eu le temps de le faire. Je devais le faire, oui, je crois, j'avais dit juste avant le Tour de France, puis au final, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je ferai un bilan de la saison de Formule 3, ça arrivera. En temps et en heure, pas du tout, mais vous êtes habitués sur la chaîne à ce que les programmes arrivent bien en retard. Du côté de Perez, parce qu'il a fait sa miniature sur le fait qu'il était revenu de dernier, il avait fini 7ème. Après Perez, c'est encore frustrant, c'est que chez Racing Point, ils ont une très très bonne voiture et ils n'arrivent toujours pas à l'exploiter. Les évolutions qu'ils ont essayé de mettre en place, je n'ai pas l'impression que c'est marché du feu de Dieu. Et ça, c'est inquiétant pour Vettel l'année prochaine, parce que s'ils n'arrivent toujours pas à utiliser une voiture comme celle-là, qui est quasiment la copie de la Mercedes de l'année dernière, l'écart de performance, c'est un tour. Par rapport à la Mercedes de l'année dernière, je vais y arriver, ça fait quand même un peu beaucoup.
Après, il s'en sort bien en fin de Grand Prix, Perez. Il a plutôt un bon rythme en fin de course. Mais bon, c'est sûr que le début, avec le fait de faire un arrêt en plus, ça lui a coûté un petit peu cher. Mais il a bien emmené ses médiums, il a pu finir avec des softs, il a bien emmené ses softs en fin de course, mais c'est quand même frustrant, quoi. Racing Point, il devrait être largement troisième au championnat et ils sont cul à cul avec McLaren, c'est quand même un petit peu frustrant. Je continue 12 sur 20 aussi avec Russell. Grand Prix solide encore, très bonne qualification de Russell. Après en course, la Williams, la Williams ressemble beaucoup à la Haas de l'année dernière. C'est-à-dire que sur un tour lancé, on va dire, ils arrivent à sauver la mise. Par contre, c'est pas simple au niveau du rythme de course parce que tu sens qu'au bout d'un moment, ils tapent plus dans les pneus que leurs adversaires. Après, Russell, c'est fort d'avoir réussi à faire un week-end comme ça, alors qu'il y a énormément de rumeurs autour de lui sur le fait que Sergio Perez arriverait chez Williams et que lui serait débarqué. Je trouve ça solide. Après, bon, très clairement, Mercedes a de quoi faire pour éviter que Russell se retrouve à la porte pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que ils peuvent faire du chantage avec l'argent, avec le moteur, le prix d'achat du moteur. Ils peuvent faire du chantage également sur d'autres choses. Et ça coûterait très cher à Williams dans ce cas-là. Donc, à la place de Williams, je garderais Russell. Mais c'est vrai qu'avec toutes les rumeurs autour de lui, faire ce Grand Prix-là, c'est très intéressant. Raikkonen, 11 sur 20. J'aurais mis 10, j'aurais mis Grand Prix banal s'il y a le départ. Regardez, il y a Canal+ qui a mis sur YouTube la vidéo du départ de Raikkonen. C'est incroyable parce qu'il arrive à gagner beaucoup de positions sans prendre plus de risques que ça. C'est juste qu'il l'a fait à l'expérience. Il a très très bien géré le fait que les températures de pneus n'étaient pas idéales pour le départ. C'est un petit peu comme Senna, c'est-à-dire que Raikkonen il se dit je m'en branle de la pluie et puis je fais ma course comme je l'entends. Après, une fois passé les 5 premiers tours, tu sens que l'Alfa Romeo, le moteur Ferrari n'est pas top. Tu sens quand même qu'au niveau châssis, c'est pas la meilleure voiture du lot, c'est pas la plus mauvaise non plus. Après, j'ai eu un petit baillou là, mais après, du côté de Raikkonen, ça reste solide. C'est un pilote qui c'est incroyable quand même, je trouve, du côté de chez Raikkonen. Il a fait quand même 54 tours avec les médiums, il faut quand même le faire, parce qu'il a fait que 11 tours avec les softs, il a tapé dedans très vite. Ce qui est assez incroyable avec Raikkonen, c'est de se dire il est encore capable de faire ça, alors que tu as l'impression qu'il est plus du tout motivé, tu as l'impression qu'il est capable de faire des erreurs de débutant, et pourtant parfois il arrive à faire des choses incroyables encore. Mais c'est tout le personnage Raikkonen. Raikkonen, si on doit résumer sa carrière, c'est atypique en F1. Parce que voilà, d'un mec qui est champion du monde chez Ferrari, mais sans forcément être incroyable son année champion du monde. Derrière, il n'arrive pas à enchaîner. Il fait du rallye, il revient chez Lotus, tu as l'impression qu'il va avoir de nouveau la baraka. Quand il se retrouve de nouveau chez Ferrari, il fait une saison un petit peu merdique. Et là chez Alfa Romeo tu t'attends à ce que ça soit le renouveau de Raikkonen parce qu'il a fait une dernière saison chez Ferrari qui était pas mal et non, c'est pas beaucoup mieux, donc c'est atypique. Il est jamais là où on l'attend, Raikkonen. Ricciardo, 11 sur 20. Pourquoi 2 points de moins que Ocon? Il y a le crash en qualif et puis il avait quand même un rythme inférieur à Ocon, donc c'était donc un Grand Prix un petit peu moyen pour lui. On passe aux pilotes qui ont fait un mauvais week-end. Je commence avec Magnussen, 7 sur 20, un peu pareil que Grosjean. J'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai déjà dit beaucoup sur Grosjean en fait. Pour Magnussen, c'est quand même peut-être un peu plus difficile que pour Grosjean cette période, parce que il s'attendait pas à être viré, je pense. Magnussen s'attendait à rester. Autant on s'attendait quasiment tous à ce que Grosjean parte, autant quand on nous a annoncé que Magnussen était également dégagé, moi j'ai été un petit peu surpris, parce que cette année Magnussen a peut-être été du même niveau que Grosjean, mais l'année dernière il y avait quand même un niveau d'écart entre les deux, et l'année précédente encore. Ça fait depuis 2 saisons et demie où je trouve que Magnussen est meilleur que Grosjean.
Et sur le fait que c'est un pilote qui est plus jeune, qui n'a pas démérité, je trouve, au volant de la Haas. C'est assez surprenant. Mais après, c'est le monde impitoyable de la Formule 1. C'est le monde impitoyable aussi des finances. Magnussen, il n'a pas de moyens. Son père n'a pas non plus une grande renommée. Yann Magnussen, en F1, il n'a pas fait une très très grande carrière chez Stewart. Après, bon, ça serait quand même dommageable que Magnussen reste pas en F1, je trouve. Il fait vraiment nuit là d'un coup, hein. Mais ça serait un petit peu frustrant. Donc, mais bon, c'est encore une fois, c'est un univers impitoyable la Formule 1 pour reprendre les propos de Dallas. Donc, ça pardonne pas. C'est un monde qui ne pardonne pas. Vettel, 6 sur 20. Comme les week-ends précédents, hein. Il y a un écart de performance avec Leclerc qui est juste abyssal. La différence avec le Nürburgring, c'est qu'il n'a pas essayé d'en faire autant, de surpiloter à outrance. Là, il a plutôt essayé de piloter normalement. Ça permet de faire 10e, mais bon, une Ferrari 10e, quand ton coéquipier est 4, il y a un tour d'écart. Je vois pas pourquoi je mettrais beaucoup plus que 6 sur 20. Giovinazzi aussi 6 sur 20. J'ai quand même du mal à être Giovinazzi, hein. Mais 15e, quand son coéquipier est 11e. Derrière une Williams, quand même, là aussi, je pense que l'Alfa Romeo est normalement meilleur que la Williams. En qualif aussi, il était derrière, je crois me rappeler. Hein. Giovinazzi était derrière aussi. Il y avait un écart, oui, en qualification, quand même, de quasiment un dixième. De plus d'un dixième, même. Le problème de Giovinazzi, c'est que je vois pas pourquoi on le sauverait. Il a mis énormément de temps avant de marquer son premier point en Formule 1. Il a commis pas mal de gaffes aussi en Formule 1. Est-ce qu'il y a un Grand Prix où il m'a émerveillé sur, pour le moment, sa carrière en Formule 1 ? Non. Il m'a jamais émerveillé en Formule 1. Donc, quand tu sais qu'il y a un Magnussen sur le marché, qu'il y a Grosjean sur le marché, ou même Alexander Albon, on sait jamais, hein. C'était peut-être une mauvaise passe. Tu te dis que Giovinazzi, pour moi, il ne mérite pas vraiment de rester en Formule 1. Stroll 6 sur 20. Alors là, il en a trop fait, Stroll, ce week-end. Là, je peux vous dire qu'il y a une averse qui est en train de tomber. C'est pour ça qu'il faisait nuit. Stroll, déjà en qualif, en retrait par rapport à Perez assez nettement. Parce qu'il est que 12e alors que Perez est 5 en qualif. Après en course, l'incident, je sais plus c'est avec qui. C'est avec Kiat, pardon. Quand il veut dépasser Kiat. Hein. Bon, il n'y a pas la place. Hein. Tu freines sur le vibreur, forcément, tu sais que ça va mal se finir. Pareil avec Verstappen en essai. Bon, il y a un moment, il va falloir se calmer, Coco. Hein. C'est pas parce que t'es riche, que ton père a beaucoup d'argent, que tu dois faire n'importe quoi avec une voiture de Formule 1. Norris, 5 sur 20. J'ai mis 5 sur 20. Pourquoi j'ai pas mis 6 ? Parce qu'il y a eu son interview d'après-course avec Hamilton. Je sais bien qu'il était frustré, mais t'es pas obligé de dire que Hamilton est quasiment un branquignol, parce que ça, je crois que quand t'as quasiment 7 titres de champion du monde, on peut pas le dire, donc c'est pour ça que j'ai mis un point de moins. Mais de toute manière, son week-end de course n'était pas exceptionnel à Norris, malgré des qualifications qui étaient honorables, mais il était quand même encore derrière Sainz. Quand on sait que Sainz, les qualifications, c'est vraiment pas son point fort, c'est quand même un petit peu dommageable. Et puis après, en course, je trouve que il avait pas de rythme, tout simplement. Assez vite dès le départ, hein, j'ai compris qu'il n'allait pas nous faire un grand résultat, et ça fait quand même 3 résultats blancs d'affilée. Donc il va falloir se remettre dans le droit chemin pour Lando Norris. Kiat, 4 sur 20. Alors certes, il y a l'incident où il ne peut pas faire grand chose. Malgré tout, il était totalement en retrait par rapport à Gasly sur ce week-end de course. Et encore une fois, je parlais de Giovinazzi, mais par rapport à ce qu'il nous montre là depuis quelques courses, bon, autant l'année dernière, j'avais dit excellente saison de Kiat, même si la fin avait été un petit peu compliquée, il y avait eu le podium en plus, et il avait saisi les opportunités. Autant là, cette année, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais il a manqué beaucoup de rythme, et puis il y a eu quelques erreurs de sa part. Donc je vois pas pourquoi il resterait en Formule 1. Sa deuxième carrière est déjà incroyable, parce que lui aussi, c'est un retournement de situation. Il se fait dégager de Red Bull, c'est la seule fois que Red Bull a repris un autre pilote, mais
Quand tu sais qu'il y a Hülkenberg sur le marché, il y a Grosjean, il y a, je pense à des pilotes qui sont beaucoup plus méritants que Kiat aujourd'hui sur le marché. Et puis je termine avec Albon, 2 sur 20. Comment en partant 7ème on peut finir 12ème d'un Grand Prix? Ça, c'est surtout avec cette machine-là. Ou 6ème même. 6ème ou 7ème? 6ème, c'est encore pire. Il n'y a rien qui va chez Albon. Mais rien ne va. Bon, il y a un moment... je peux pas le défendre parce que c'est encore pire que Gasly. Et Gasly, je l'avais pas vraiment défendu l'année dernière déjà. Enfin, au départ, je l'avais défendu. Puis après, bon, quelques fois, je lui avais tapé sur les doigts. Mais là, il y a quasiment une seconde d'écart autour. Il y a quand même une Red Bull qui est derrière Raikkonen. On peut pas laisser faire ça chez Red Bull. Et il lui reste un Grand Prix, enfin jusqu'à la Turquie pour faire ses preuves. Bon, je pense que l'année prochaine, Albon, il va faire de l'endurance, il va faire de la super Formula, mais il fera pas de Formule 1. Ça sera si une équipe veut vraiment de lui, mais bon, même chez AlphaTauri, j'étais en train de réfléchir. Chez Red Bull, il n'a pas montré grand-chose, mais chez AlphaTauri non plus, il n'a pas montré non plus quelque chose d'incroyable par rapport à Gasly. Il dominait pas Daniel Kiat. Daniel Kiat s'était pas fait écraser par Albon. Donc, ouais. C'est dommage parce que c'est un bon pilote, mais je crois qu'il sait pas saisir les opportunités. C'est déjà en Formule 2, il a vu des opportunités pour remporter le titre, il n'avait pas su les saisir. Là, je crois que ça a encore été un petit peu la même chose pour lui. On fait un bilan des classements, parce que là je vois que je suis déjà à 27 minutes de vidéo. Classement pilote. Lewis Hamilton devant, Bottas, 179 points. L'écart est quand même assez important entre les deux pilotes. On retrouve ensuite Verstappen, Ricciardo, Leclerc, belle bagarre, il n'y a que 5 points d'écart entre les deux, avec Sergio Perez qui est 6 points derrière Ricciardo. Il va y avoir une belle bagarre. Ensuite on retrouve Lando Norris, Albon, Pierre Gasly, 63 points, qui passe devant Carlos Sainz de nouveau. Et puis Lance Stroll et Esteban Ocon, Romain Grosjean, 2 points, 18ème, devant Kevin Magnussen au championnat, égalité Grosjean et Raikkonen. Je rappelle qu'ils étaient anciens équipiers chez Lotus. Et puis du côté du classement constructeur, le Mercedes largement devant, Red Bull deuxième aussi largement, 100 points d'avance sur Racing Point. Bagarre entre Racing Point, McLaren et Renault, parce que ça se tient en 6 points ces équipes-là. On a ensuite Ferrari qui a 93 points, qui a 16 points d'avance sur AlphaTauri, et puis ensuite Alfa Romeo et As, et Williams qui n'a toujours pas marqué de points. Et ça risque d'être difficile avant la fin de saison, à part s'il y a de la pluie sur une des manches qu'il reste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.